Revenons sur nos réflexions d'ordre politique et constitutionnel. C'est un sujet que je dois approfondir, et comme je l'ai déjà dit, qui appartient à ma première formation juriste à Assas, qui était notamment marquée par la pensée politique et le droit constitutionnel, à la fin des années, à la fin de 65. Et puis à partir de la fin de 65, c'est-à-dire à partir de la réélection de De Gaulle. Et au bout de 7 ans. Et donc, la papauté a été un exemple dans le processus des élections. Les cardinaux élisaient un pape. Et, et ça correspond. Pourquoi est-ce que la papauté a fonctionné sur cette base-là? Et pourquoi elle n'est jamais devenue héréditaire? Alors que l'Empire, lui, les élections dans l'Empire ont rapidement abouti à une monarchie héréditaire, les Habsbourg, etc. Ça correspond, selon moi, à un processus qui est celui du christianisme. Le christianisme ne valorise pas la filiation verticale. Il valorise ce qui se décide dans un espace horizontal. Et donc c'est normal que la papauté n'ait pas privilégié l'hérédité dans son mode de fonctionnement. En aucun cas. Ne serait-ce que par ailleurs du fait que le célibat s'imposait. C'est une bonne raison pour ne pas être héréditaire. Mais justement, le célibat, c'est aussi, on le voit à ce point de vue-là, c'est aussi justement le refus de la filiation verticale. Alors, les républiques françaises notamment, ont essayé de mettre fin à la verticalité, à la monarchie, par le processus de l'horizontalité, c'est-à-dire de l'élection. Parce que le paradoxe, c'est que la verticalité, elle, n'a pas besoin d'élection, puisque l'élection se fait par elle-même. Elle se fait par l'hérédité, par la naissance. Même si à l'origine de toute forme de monarchie, il y a un processus électoral qui se fait, enfin je veux dire qu'il y a quelqu'un qui va sortir du rang, donc qui va émerger. Et après, ça va être une hérédité. Alors, je rappelle aussi que on a au XIXe siècle des tentatives de conférer une valeur héréditaire à la République. Napoléon, qui était consul, devient empereur. Napoléon III, qui était président de la République, le premier président et le dernier d'ailleurs de la Deuxième République, devient empereur également peu après. Et dynasties, il y a eu des tentations dynastiques, même aux États-Unis. Les Kennedy, les Bush, les Clinton éventuellement même. Il y a l'idée, quelque chose qui revient, des noms qui doivent revenir, qui crée une filiation, qui crée une suite. Et je crois qu'on ne peut pas échapper à la verticalité à un certain stade. C'est pour cela que dans les mondes arabes, par exemple, on a essayé, avec plus ou moins de réussite, de bonheur, de créer une forme d'hérédité. Alors évidemment, dans les royautés, ça paraît évident, au Maroc, ou en Arabie Saoudite, ou en Jordanie. Mais dans d'autres républiques, dans d'autres pays qui étaient républicains, ça s'est fait aussi avec Assad. Il y a eu des tentatives de le faire en Égypte et en Tunisie, il semblerait, qui ont échoué, et qui étaient plus ou moins dans les tuyaux. Quant à De Gaulle, quelque part, il se succède à lui-même. Le De Gaulle de 58, c'est un peu le fils du De Gaulle de 40, si on peut dire. Si on peut dire. Mais globalement, alors la Grande-Bretagne, donc, elle a maintenu cette verticalité avec le croisement, avec l'horizontalité du vote parlementaire. La France n'y est pas parvenue, et le président public, il l'est de moins en moins dans la verticalité, puisqu'il a perdu son septennat depuis le début du XXIe siècle, et
Par conséquent, il incarne difficilement la verticalité face au Premier ministre qui incarnerait l'horizontalité. Donc là, il y a une ambiguïté. Aux États-Unis aussi, on trouve cette problématique avec un président public qui est élu, mais qui élu pour 4 ans, mais enfin, dont on considère qu'il est à peu près légitime qu'il serve sur 2 mandats. C'était le cas d'Obama, c'était le cas de bien d'autres présidents publics, comme Roosevelt et bien d'autres au XXe siècle, où ça n'a pas été pour des raisons exceptionnelles, comme avec. Voilà. Et à ce moment-là, le deuxième mandat, soit il y a un assassinat, mais par exemple Kennedy a été assassiné, il a été remplacé par Johnson, Nixon a été remplacé par Ford, etc., pour d'autres raisons. Mais l'absence de véritable verticalité, c'est-à-dire d'une verticalité qui ne doit rien, qui doit à la grâce en quelque sorte, qui doit à la filiation, à l'hérédité, fait défaut, quelque part. D'autant plus que dans le cas de monarchie parlementaire, ce n'est pas le monarque qui a le pouvoir. Donc il incarne, comme en Espagne, où on est passé avec bonheur, cette fois-ci de Franco au Bourbon d'Espagne, dont Louis XIV est l'aïeul. Et donc il y a, à mon avis, une nécessité de cette hérédité. En tout cas, il n'est pas bon que le président public soit marqué par un parti politique particulier. Ça me paraît tout à fait regrettable. Ça c'est le fait du Premier ministre. Voilà, donc s'il devait y avoir. D'ailleurs, De Gaulle, je crois, d'ailleurs, même sous la Troisième République, pendant longtemps, ceux qui ont élaboré la Troisième République espéraient que ça serait la transition vers un retour de la monarchie. Et je crois que De Gaulle l'a aussi pensé, peut-être. Enfin, j'ai des doutes à ce sujet. Mais enfin, en tout cas, le principe monarchique semble nécessaire. La Grèce a essayé de l'avoir. À une certaine époque, on se souvient du cas de Constantin. D'autres pays l'ont eu. Alors, ce que je dois dire aussi, c'est que, pour terminer, c'est quand on parle de la fin des empires au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi la fin des dynasties. C'est la fin de la dynastie autrichienne, c'est la fin de la dynastie ottomane, c'est la fin de la dynastie prussienne, etc. Donc, c'est pas seulement la fin des empires. Bien que les deux soient peut-être liés, encore que, à mon avis, c'est la République qui est souvent plus tentée par la colonisation que la colonisation qui est justement l'hubris de l'horizontalité que les monarchies. Encore qu'on ait le contre-exemple avec Victoria, l'impératrice des Indes, etc. Mais, alors je voudrais terminer sur une distinction qu'a fait, je crois, François de Closet à l'émission Zen, Zemmour et Nolo du 13 décembre, où il distingue le mouvement et le parti. Alors, le parti, c'est le groupe qui fait émerger un leader, et le mouvement, ce serait le leader qui fait émerger un mouvement. C'est pas inintéressant. Cela dit, je ferai quelques observations pour terminer à ce sujet, en disant que, de toute façon, même un mouvement a une base sociologique, qui n'est pas forcément structuré en tant que parti, mais il a quand même une base. Il n'est pas fait de n'importe quelle composante. Et le parti, bien entendu, non plus. Donc, je terminerai par une flèche du parc, en disant que de toute façon, pour un cyclologue comme moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et toute tentative de montrer que les choses ont changé est assez vaine, c'est une illusion. Rien ne change, comme dit l'Ecclésiaste, En chadash tachat hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et quand on a l'impression de quelque chose de radicalement nouveau,
c'est qu'on n'a pas compris le processus qui sous-tendait les événements auxquels on assiste.